Alors la question qui est posée maintenant, c'est comment accueillir les animaux en EHPAD. Alors sur le papier, le sujet est assez simple. On pourrait se dire c'est assez simple. En fait, les choses sont peut-être plus compliquées qu'on le pense. Euh, alors, la loi Bien vieillir d'avril 2024 en a fait un droit, avec quelques conditions qu'on pourra exposer bien sûr dans cette séquence. Mais encore une fois, la possibilité d'accueillir des animaux en EHPAD n'est pas nouvelle. Elle existe déjà. Donc on va dire c'est une confirmation, une consolidation d'un droit. Alors, monsieur Arnaud Flancard, vous êtes donc sous-directeur à l'autonomie à DGCS. Vous allez nous expliquer ce que prévoit exactement la loi, rapidement bien sûr. Et en fonction de ce qui existe déjà, comment elle pourrait se mettre en place concrètement dans les EHPAD, parce qu'il y a un certain nombre de questions concrètes qui se posent. Il y a une circulaire, je crois, ou un décret, j'ai oublié, qui est en préparation. Si vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qu'il pourrait contenir et le calendrier. Voilà, je vous laisse la parole pour quelques minutes. Très bien, merci beaucoup pour cette invitation, pour débattre d'un sujet qui peut apparaître anodin et qui pose en fait de vraies questions à la fois opérationnelles et également de droit. Alors avant de débattre sur comment accueillir les animaux en EHPAD, petit rappel sur pourquoi accueillir des animaux en EHPAD. On aura tout à l'heure une collègue qui interviendra sur ce sujet aussi, mais c'était intéressant de regarder ce qu'ont dit les parlementaires, puisque ça a été introduit dans la loi Bien vieillir d'avril 2024 par un amendement parlementaire qui a fait assez largement consensus, même s'il y a eu différentes versions. Mais en tout cas, c'est bien les parlementaires qui ont introduit cette disposition, qui ont souhaité faire d'une pratique qui était déjà assez largement répandue un droit, on le verra, presque inconditionnel. Alors, avec trois raisons principales. Une première raison, c'était d'inscrire de plus en plus l'EHPAD, on parle de l'EHPAD, mais en fait, ça concerne les EHPAD et les résidences autonomie, dans une logique domiciliaire et de permettre à l'EHPAD de devenir un véritable lieu de vie. Donc, c'est la première raison lorsqu'on regarde l'exposé des motifs de cet amendement et de ce qui est devenu l'article 26 de la loi Bien vieillir. La deuxième raison, c'est une raison pour travailler sur le bien-être des résidents, les inviter à renforcer leur capacité de socialisation, à rester actifs, à stimuler leur mémoire et à lutter contre le phénomène de glissement, tel que ça a été précisé par les parlementaires. Et puis enfin, d'élargir plus largement le débat, puisque les parlementaires ont évoqué les bienfaits manifestes qui ont justifié récemment le développement de la zoothérapie et de la médiation animale, même si sur ce point, si on se place d'un point de vue purement scientifique, les données sont parfois encore un peu manquantes, mais en tout cas en termes d'intervention non médicamenteuse, dans une logique d'accompagnement, c'est fait aujourd'hui assez largement consensus. Alors, en introduction, ça me semblait important de rappeler ces trois éléments, le virage domiciliaire des EHPAD, l'amélioration du bien-être des résidents et puis s'inscrire parfois dans une logique d'accompagnement non médicamenteux. Alors, pour répondre à la question qui est directement posée, comment accueillir les animaux en EHPAD et en résidence autonomie? Alors, ils étaient déjà accueillis largement, et lorsqu'on discute avec des directeurs d'établissements, des représentants de fédérations, c'était quelque chose qui était déjà assez largement mis en place, souvent en bonne intelligence. Aujourd'hui, ça devient un droit quasiment inconditionnel, et il revient de la responsabilité du directeur de l'établissement de garantir ce droit et de le faire concilier avec d'autres droits ou devoirs, notamment l'obligation de respecter la sécurité des résidents, mais aussi des salariés. Lorsqu'on pense par exemple aux des questions d'allergie, il va falloir trouver un point d'équilibre. Ça, c'est un premier élément, faire concilier ce droit avec d'autres droits et devoirs. Si on relit de façon précise la loi, je vais vous épargner cette lecture fastidieuse, quand même une condition qui peut permettre de ne pas accueillir les animaux, c'est le fait que, c'est sauf avis contraire du CVS, le Conseil de la vie sociale. Ce qui pose un vrai sujet qui entraîne un peu une modification de ce qu'est le CVS, puisque le CVS est une instance consultative, tel que c'est défini par le Code de l'action sociale et des familles. Et en réalité, on donne avec cette formulation un pouvoir un peu prescriptif au CVS. Si le CVS refuse d'accueillir des animaux au sein des EHPAD, c'est compliqué d'aller à l'encontre, et c'est à peu près
la seule raison qui fait qu'on pourrait aller à l'encontre de l'accueil des résidents en EHPAD. Donc, une parenthèse, donc ça va obliger à changer la loi par rapport aux fonctions du CVS? Non, puisque c'est déjà prévu par la loi que sur cet aspect-là, le CVS peut avoir un pouvoir décisionnaire. En tout cas, c'est un vrai. La façon dont c'est formulé, c'est vraiment un renforcement du pouvoir du CVS. Et puis ensuite, on a trois conditions qu'il faudra réunir et sur lesquelles on travaille dans le cadre d'un arrêté. Un arrêté qu'on a commencé à préparer en association avec les fédérations, en association avec les représentants du secteur, des représentants des directeurs. Premier, c'est le sujet de la catégorie des animaux. Et c'est un sujet qui n'est pas aussi simple que cela, puisque ça, c'est vraiment, la loi fait obligation de définir les catégories d'animaux qui vont pouvoir être accueillis. Alors, on pourrait se dire on va se rattacher aux catégories d'animaux de compagnie ou d'animaux domestiques, mais lorsqu'on regarde le code rural et de la pêche maritime qui définit ces catégories, dans les animaux domestiques, on va retrouver des bovidés. On va retrouver. Donc voilà, on ne souhaite pas avoir une approche aussi extensive dans le cadre des EHPAD. Donc la question de la catégorisation, alors qu'elle se fasse de manière positive ou négative, va devoir être faite. Et on ne peut pas complètement s'appuyer sur ce qui existait déjà. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a des vrais sujets de droit qui se posent derrière, vous le voyez. Certaines catégories d'animaux sont considérées comme des armes. Peut-on les accueillir ou pas en lien avec l'obligation d'assurer la sécurité des résidents. Une deuxième condition, les conditions d'hygiène et de sécurité. Donc là, on va penser aux conditions de vaccination, au sujet d'allergie. Le fait que, par exemple, si on accueille plus de 9 chiens dans un établissement, on bascule dans une catégorie peut relever plutôt du chenil plutôt que de l'EHPAD. Donc voilà, il y a d'autres questions. Ouais, ça peut faire sourire. Et puis enfin, la dernière chose que devra prévoir l'arrêté, enfin une des dernières choses, la troisième condition, c'est la capacité à assurer les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux par le résident. Et donc la question qui va se poser, c'est qui va pouvoir en juger de cette capacité du résident à l'entrée, mais aussi au cours du séjour, puisque probablement que les conditions de vie du résident évoluent, son état de santé évolue au sein des établissements, et donc quid de l'évolution, enfin l'évaluation à l'entrée, l'évaluation en cours, et puis également que se passe-t-il en cas de sortie par décès du résident, que deviennent les animaux qui s'en occupent, etc. Donc vous voyez, ce texte d'application de la loi Bien Vieillir, on le veut moins contraignant possible, parce qu'il y a un vrai droit qui a été créé. Donc ça, il faut respecter la volonté du Parlement de mettre en place ce droit. Ça pose des questions à la fois juridiques, mais aussi des questions opérationnelles, avec aussi une volonté de pouvoir laisser à la main des directeurs des établissements certaines conditions qui pourraient être précisées dans les annexes au contrat de séjour, parce que jusqu'à ce présent, ça se faisait, ça se passait bien, et l'objectif, c'est que ça puisse continuer à se faire dans de bonnes conditions. Voilà. Alors, avant de passer la parole à Vanessa Rottier, que je présenterai ultérieurement, une dernière question. Donc, pour résumer, ça veut dire qu'il faudra d'abord qu'il y ait un accord de principe du CVS sur l'accueil des animaux dans l'EHPAD, et après il y a une appréciation par le directeur, c'est ça, de la possibilité ou pas d'accueillir tel ou tel animal, c'est ça? Alors pas forcément un accord de principe du CVS, parce que c'est sauf avis contraire. Donc ça veut dire qu'il faut que le CVS ne se prononce pas contre, tant que le CVS ne s'est pas prononcé contre, part du principe qu'ils peuvent accueillir des animaux. Et ensuite, mais comme ça se fait déjà aujourd'hui, le responsable de l'établissement, en lien avec le résident et sa famille, définira les conditions d'accueil en se référant aux trois critères, le sujet de la sécurité, le sujet de l'hygiène et la capacité à assurer les besoins physiologiques, médicaux des animaux. Bon, vous prendrez la parole dans un second temps. Vanessa Rottier, bonjour. Alors, vous êtes directrice d'un EHPAD associatif pas très loin d'ici, en Seine-et-Marne. Et l'une des originalités de votre structure, c'est que vous avez mis en place, et vous allez nous expliquer comment et à quoi ça sert, comment ça fonctionne, une ferme thérapeutique. Oui, bonjour. Une ferme thérapeutique. Vous expliquerez aussi les difficultés que
Parce qu'avant de créer cette ferme thérapeutique, vous aviez un accueil traditionnel des animaux sur les EHPAD. Vous nous expliquerez les difficultés que ça a pu représenter. Alors effectivement, par rapport à cette nouvelle loi, sur notre établissement, on a déjà eu des résidents qui sont venus avec alors des chats principalement, dernièrement une tourterelle. La difficulté, c'est qu'effectivement, la politique bien vieillir, maintenant, on déploie au maximum le maintien à domicile. Donc l'entrée en EHPAD, là je vais parler vraiment que des EHPAD, on est avec beaucoup de polypathologies et des démences. Donc avec très peu de capacité de s'occuper de soi-même, de son animal. On a eu une résidente, nous, qui est rentrée en EHPAD avec son chat, qui au début était en capacité de s'en occuper. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte qu'elle l'enfermait dans la commode, qu'elle commençait à mal se comporter avec le chat, est devenu agressif et commençait à mordre d'autres résidents. Donc effectivement, là, dans ces situations, ce qu'on ne voit pas dans le texte, c'est qui est responsable de l'animal. Est-ce encore le directeur qui va être responsable des animaux des autres? Il y a des chiens qui sont mordants, qu'on connaît mordants et pas forcément catégorisés. Donc, qu'est-ce que vous avez, je suis désolé d'accélérer, mais qu'est-ce que vous avez mis en place? Ce qui est intéressant, c'est votre expérience. Nous, face à ça, parce qu'effectivement, la médiation animale, le lien avec l'animal est primordial et même très intense comme approche non médicamenteuse pour les personnes avec des troubles du comportement. On s'est mis en partenariat avec une association protectrice d'animaux. On a créé sur notre maison de retraite une ferme de plus de 5000 m² avec des animaux de la ferme. Les animaux sont la propriété de l'association et nous, avec des animaux choisis qui ont eu un passif difficile mais qui sont assez apaisants, on fait de la médiation avec les résidents. Et quand on a une problématique avec un résident qui veut à tout prix rentrer avec son animal personnel, puisque là, on a déjà beaucoup d'animaux sur la ferme, il est arrivé que l'association récupère en fait cet animal. D'accord, donc l'objectif, c'est de se dire, le soin au quotidien des animaux, c'est compliqué, donc c'est pris en charge par les professionnels, et en fait, les résidents vont avoir le meilleur des animaux, c'est-à-dire passer du temps avec eux, caresser, etc. C'est ça un peu l'objectif, oui, c'est oui, voilà. Oui. Et ça se passe, alors depuis combien de temps vous fonctionnez comme ça? Comment ça se passe? Depuis 2021, on l'a mis en place. On fait donc des ateliers avec tous les profils de résidents. On a fait un suivi expérimental sur plusieurs mois avec des résidents en UHR qui y allaient 2 fois par semaine. Alors soit juste pour donner à manger, pour brosser, pour faire les box, pour trier les aliments, puisque du coup on peut faire travailler les 5 sens au travers de ce lien. Il n'y a pas de jugement, l'animal ne juge pas le comportement. On est dans du gagnant-gagnant. Et on a vu diminution sur nos patients du HR, de l'agressivité, des troubles du comportement et des meilleures nuits, les nuits après être allés dans ce service. Alors il faut dire que vous ne l'avez pas dit au départ, c'est que vous êtes un gros EHPAD, puisque vous avez à peu près 200 résidents. On a 193 lits. Et alors la question que peut-être certains directeurs d'EHPAD vous poseraient, c'est comment vous financez ça? Parce que c'est forcément avec du personnel qui est attitré aux animaux. Sur la ferme, on a 2 soigneurs animaliers pour avoir du personnel 7/7, donc qui travaillent chaque jour. Tous les frais des animaux sont financés par l'association qui en est propriétaire. Et nous, on paye donc les salaires et le foin, la paille. Et les autres compléments alimentaires, on est sur un parcours RSE avec la restauration de l'EHPAD. C'est-à-dire que les résidents ont appris pour les animaux à trier les aliments ainsi que le personnel. Et les restes non servis en fonction des animaux sont redistribués aux animaux de la ferme par les résidents eux-mêmes. Là, vous avez sur les photos, on vient de sauver un petit chevreau de 3 jours. Donc là, sur les photos, elle date d'avant-hier. Il a 15 jours. Les résidents, chacun à leur tour, vont à la ferme et lui donnent le biberon. Donc il y a aussi un sentiment d'utilité auprès du résident. Des gestes, des femmes qui ont des troubles du comportement qui ne s'expriment plus vont retrouver des gestes, des automatismes en donnant le biberon aux chevreaux. Alors, pour être bien clair, bien sûr, les personnes, les résidents qui peuvent se déplacer vont sur la ferme. Et les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, les animaux viennent à eux. Les animaux viennent à eux. C'est ça. On travaille avec beaucoup avec les rongeurs en chambre.
On a un résident qui n'arrivait plus à se servir de sa cuillère, donc on faisait manger. On a réussi à lui redonner de la praxie dans le geste en passant par de la médiation avec un cochon d'Inde à caresser. Petit à petit, de la main, on est passé à la brosse, puis à la cuillère, et il remange seul. On a une résidente qui ne veut jamais se laver puisqu'elle considère qu'elle a déjà pris sa douche. Elle n'accepte de reprendre une douche que quand j'ai un soignant qui est là avec un lapin. D'accord. Nos parkinsoniens, par exemple, se sentent vraiment mieux et revalorisés quand ils brossent les chevaux, puisqu'on est sur des grands gestes. On a la chance d'avoir un cheval blanc donc, qui est tous les jours très sale. Donc ça se reproduit chaque jour. Monsieur Flancard, alors l'expérience évidemment n'est pas forcément reproductible partout, hein, on est d'accord, mais en même temps, ce que dit Madame Rottier, et ce qui est intéressant, c'est que les résidents, qui sont souvent désorientés, en difficulté, n'ont plus l'obligation de s'occuper de leur animal, et donc ça règle en partie le problème qui est un problème qui va se poser dans tous les EHPAD où la situation où les gens vont pouvoir accueillir un animal. Parce que la question va vous être posée, comment d'abord, dans des EHPAD où le personnel est restreint, vous connaissez les problèmes d'attractivité, deux, avec des contradictions entre les droits des uns et des autres. Enfin, certains aiment les animaux, mais tout le monde n'aime pas les animaux parmi les résidents. Oui. Comment vous... Je sais que on peut pas, par un texte, on ne peut pas régler tous les problèmes, mais comment vous abordez cette question-là ? Déjà, il faut rappeler que l'EHPAD est le lieu de vie du résident. C'est son domicile, de la même façon que lorsqu'il est à domicile et qu'il a un animal, lorsqu'il a des problèmes d'orientation, etc. La même question peut se poser si la personne vit de manière seule. Donc la situation n'est pas uniquement spécifique aux EHPAD. La difficulté de s'occuper d'un animal de compagnie lorsqu'on est à domicile et polypathologique ou désorienté se pose également. Ensuite, une question qui se pose et qui se règle déjà aujourd'hui lorsque des établissements accueillent des résidents avec des animaux de manière plus ou moins fluide en fonction des situations individuelles avec soit une famille, une association extérieure qui va venir suppléer la personne qui a des difficultés à s'en occuper, soit parfois l'établissement en effet qui se substitue. Parfois un résident arrive avec son chat, puis quelques mois ou années après, ça devient le chat de l'EHPAD. C'est des choses qu'on a tous vues. En effet, alors l'arrêté devra prévoir certaines conditions pour respecter la loi. Le fait que la personne soit en capacité de s'en occuper, ça c'est écrit dans la... Comment on mesure ça ? Il faudra qu'il y ait une évaluation, ce que je disais, une évaluation à l'entrée, mais aussi en cours de séjour pour... Si je peux me permettre, quand le résident n'est plus en capacité de s'en occuper, que devient l'animal ? Parce qu'on oublie aussi, on est dans l'intérêt du résident, on oublie aussi le bien-être animal aussi dans cette problématique. Tout à fait, le bien-être animal fait partie des préoccupations, des sujets qu'il faudra traiter dans cet arrêté. Il y a déjà des situations, des cas qui sont présents aujourd'hui. Donc on s'appuiera aussi sur les retours d'expérience des directeurs qui participent au groupe de travail pour pouvoir traiter cette situation dans ses principes et après laisser une marge de manœuvre au niveau local, ce que je disais, les familles, les associations, les établissements, et nous on prévoira les modalités d'encadrement. Alors, juste un mot, parce qu'on va devoir conclure. Je vous en prie. La dernière question, c'est qui va être responsable de l'animal dans l'EHPAD ? La loi est claire là-dessus, c'est le résident. C'est le résident, oui. Ou la famille du résident. C'est-à-dire que 2 résidents ont des chiens. Les résidents en EHPAD, très fréquemment, n'aiment pas que leur porte de chambre soit fermée, en l'occurrence. Ils aiment être en lien avec le salon, la convivialité. Leurs chiens sortent, les 2 chiens ne s'entendent pas, font tomber un 3e résident. La responsabilité incombe à qui ? C'est la responsabilité des résidents et d'où le fait du sujet de l'assurance également qui va se poser et de la responsabilité civile des résidents en effet. Qui est une difficulté sur un résident et l'aide sociale. En effet. Je pense qu'il y a beaucoup de cas très pratiques qui vont se poser, donc on ne peut pas, je pense, régler tous les problèmes maintenant, mais en tout cas le cadre nouveau est fixé. On attend cet arrêté. Vous savez à peu près quand l'objectif est de le sortir pour la fin de l'année. D'accord. Le 31 décembre ? L'objectif, oui, le 31 décembre, fin d'année 2024, c'est l'objectif qu'on s'est fixé sur le sujet. En tout cas, merci à vous pour votre intervention.